Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi. Bonjour, notre émission aujourd'hui porte sur le projet de loi de finances 2016 qui vient d'être soumis à l'Assemblée des représentants du peuple. Nous savons d'ores et déjà que ce projet de loi de finances porte le budget pour le prochain exercice à 28 920 milliards de dinars, soit une hausse de plus de 7%. Le projet de loi de finances 2016 table aussi sur un taux de croissance de 2,8% et une baisse du déficit budgétaire jusqu'à 3,8%. L'enveloppe globale de l'investissement public serait de l'ordre de 5 400 milliards de dinars, alors que le taux de la dette augmenterait de 53,3%. Des dispositions pour la réforme du régime fiscal devraient être introduites et bien d'autres mesures ont été retenues également. Reste bien sûr à savoir si toutes les dispositions seraient acceptées par nos vaillants députés, dont certains sont directement concernés, à l'instar des avocats. Notre invité aujourd'hui est Mohamed Salah Hayari, président de la Chambre régionale des conseillers fiscaux de Tunis. Dans quelle mesure, Mohamed Salah Hayari, ce projet de loi de finances va-t-il marquer réellement les changements et réformes tant attendus et annoncés par les autorités publiques pour sortir notre économie du désastre dans lequel elle s'enlise d'un trimestre à l'autre? Donc, a priori, on ne peut pas dire que le projet de loi des finances et le budget de l'État pour l'année 2016 comportent réellement des mesures très courageuses et très importantes pour donner en quelque sorte un coup de pouce à l'économie nationale qui passe par une période très difficile. Cependant, on va le découvrir ensemble. Petit à petit, oui, nous allons entrer dans le projet de la loi des finances, en fait, comprend certaines mesures dont l'objectif consiste à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc, ce sont des mesures vraiment à saluer, mais on va voir si on va arriver vraiment à les appliquer dans la pratique. À les adopter pour commencer. À les adopter pour commencer et à les appliquer dans une deuxième phase. Parce qu'il y a des députés, la profession des avocats, l'avocatie, entre autres, les professions libérales sont directement concernées. Exactement. Alors, pour vous donner une idée sur les projections pour l'année 2016, concernant les ressources budgétaires, a priori, elles seront de l'ordre de 29 150 millions de dinars. Et dans les 29 150 millions de dinars, il y a toujours les recettes fiscales. Et les recettes fiscales vont être de l'ordre de 70,66% de l'ensemble des ressources budgétaires augmentent. Elles étaient de l'ordre de 68,34% pour le projet initial de 2015. La loi des finances complémentaires, 66,34%. Il y a une baisse. Mais dans le cas de la loi des finances pour l'année 2016, elles seront de l'ordre de 70,66%. On a l'impression que les sociétés, les entreprises, même individuelles, sont en train de contribuer favorablement et efficacement à l'augmentation des ressources budgétaires. Mais, en regardant les chiffres de très près, on trouve comme d'habitude la part du lion, le fardeau le plus important, c'est sur toujours les salariés. Il y a un chiffre qui n'a jamais été cité, mais moi j'ai voulu m'amuser un peu pour les comparer par rapport à l'impôt sur les sociétés, les sociétés pétrolières et autres. Mais c'est rien du tout. La retenue à la source, à elle seule, 4200 par rapport à 3388 millions de dinars, l'impôt sur les sociétés dans sa globalité. Et bien sûr, la retenue à la source, 4200 rapporté à 3388, c'est 123,96% par rapport à l'impôt sur les sociétés. Quand on entend parler de l'impôt sur les sociétés, on croit que le montant est très important. Alors que finalement, il est inférieur à l'IR, il est inférieur à la retenue à la source provenant des salariés. Oui, Taral. Toutes ces spécifications, ils sont très importantes. Je voudrais ramener le budget 2016 dans le cadre du plan quinquennal 2016-2020. La première hypothèse pour 2016, c'est un taux de croissance de 2,7% ou 2,5 exactement, oui. Ça n'a pas d'importance. 2,5%. 2,5%. Voilà. En 2015, nous avons fait du à peu près 0,5% et encore indépendamment des artifices statistiques. Admettons. Donc on passe de 0% à 2,5%. Avec quoi? Avec une politique fiscale restrictive, c'est-à-dire qu'il y a plus de recettes fiscales, c'est-à-dire que la politique fiscale, elle n'est pas permissive. Le moteur de la croissance en Tunisie, c'est la consommation et l'investissement.
D'accord. Mais la consommation, c'est qui? C'est les couches moyennes, défavorisées, et c'est elles qui, aujourd'hui, c'est-à-dire les salariés, qui sont en train de supporter le fardeau fiscal. Exactement. Et avec quoi vous allez faire de la croissance? Nous sommes dans l'incohérence de la politique fiscale, budgétaire, pour 2016, dans le cadre du plan 2016-2020 initié par le ministre du Développement. Pour confirmer ce qui a été avancé par cette art concernant les investissements, parce que les dépenses d'investissement, malheureusement, elles vont diminuer en 2016 par rapport à 2015. La loi des finances initiale, on a prévu des dépenses de l'ordre de 5 800 millions de dinars. Voilà, c'est ça. Alors pour 2016, ça sera de l'ordre de 5 401 uniquement millions de dinars. C'est-à-dire 5 401 par rapport à l'ensemble des ressources budgétaires, on descend de 20% pour l'année 2015 à 18,52% pour l'année 2016. Oui, ça, c'est un mauvais signe parce que ça va avoir un effet sur la création des projets et la création des postes d'emploi. Surtout de la richesse et le développement. Voilà. En tout état de cause, le premier investisseur en Tunisie pour relancer l'activité, c'est l'État. Exactement. Aujourd'hui, alors la consommation, elle est comprimée, elle est rationnée par les prix, par le pouvoir d'achat, comme on vient de le dire, et puis de l'autre côté, l'investissement public d'infrastructures est en train de régresser. Comment on va avoir du 2,5% de taux de croissance? Étant précisé, malgré que nous ne sommes pas contre la création des postes d'emploi, mais il faut qu'il y ait une certaine concordance entre la création des postes d'emploi et le paiement des salaires par rapport aux dépenses d'investissement et la création de la richesse dans le pays. Les salaires vont passer de 11 631 et l'ensemble des salaires représentés dans le cadre de la loi des finances complémentaires pour l'année 2015 représentaient 41,68%. On a dépassé le cap de 40%. Alors c'est encore mieux en 2016. On passe à 13 000 millions de dinars, c'est-à-dire 44,59% de l'ensemble des ressources budgétaires. Oui. Mais c'est énorme ça. C'est beaucoup, mais que faire? Parce que là, il y a une pression sociale et le gouvernement a dit, moi j'achète la paix sociale. Et la paix sociale a un coût. Mais il y a un grand problème parce qu'on n'arrive pas à créer de la richesse et on fait recours à l'endettement. Ah oui, alors l'endettement sera de 6 494 en 2015, mais le plus grave c'est l'endettement extérieur, qui va être de 4 494, soit en pourcentage 69,20%. Disons 70% emprunt extérieur et 30% uniquement emprunt intérieur. Alors qu'avant 2001, c'était le contraire. Oui. Donc nous sommes en train de s'endetter pour dépenser pour le payer les salaires et les subventions. Nous sommes d'accord? Oui. Donc l'ensemble entre salaires et subventions, à peu près 52 à 53%. Donc plus que la moitié des ressources budgétaires vont aux salaires et aux subventions. Aux subventions. Et à ce moment-là, c'est une équation très difficile. Pratiquement, c'est la quadrature du cercle, comme on dit. Comment s'en sortir entre, d'un côté, stabiliser ou voir, dans le meilleur des cas, relancer l'économie, mener des projets, de l'investissement public surtout pour créer de la richesse et sortir surtout toutes ces régions toujours défavorisées qui ne voient rien venir en fait et en même temps répondre à des contraintes budgétaires, de réduire le déficit du budget de l'État. Donc c'est vraiment... Tout ça, bien sûr, avec le dernier peut-être point concernant l'introduction au niveau des ressources budgétaires, etc. et les dépenses, on a tablé sur un prix du baril de pétrole de $55 en 2016, et en espérant bien qu'il ne va pas y avoir des problèmes au niveau des guerres, la réaction des pays exportateurs de pétrole, et on peut facilement se trouver avec un prix du baril qui va être de 70 ou de 90. Et ça sera très grave pour le budget de l'État. Sachant que pour un seul dollar en augmentation, en diminution, l'impact, c'est 48 millions de dinars. Un seul dollar d'augmentation. Si on passe de 55 à 56 $, l'impact sur le budget de l'État sera de 48 millions de dinars. Pour les devises, le dinar par rapport au dollar, on a tablé sur un dinar 970, c'est-à-dire un dollar est égal à un dinar 970, une augmentation de 10 millim uniquement. Si on va jusqu'à 1980, un dinar 980, l'impact c'est 20 millions de dinars pour chaque augmentation de 10 millim.
je vous pose une question. En venant de Nasr jusqu'au siège de la radio, j'ai vu une vingtaine de personnes qui ont grillé des feux rouges. Et il n'y avait pas un seul policier. Pourquoi l'État, à votre avis, ne met pas la pression sur les services de police, les agents de la circulation, pourquoi il n'augmente pas les pénalités, 50 dinars ou 60 dinars, de rien du tout, alors qu'en fait, un feu rouge, c'est criminel. C'est des fois mortel. C'est criminel. 500 dinars ou 600 dinars. Ça permettra d'abord de doper les recettes fiscales et deuxièmement d'introduire une discipline rien qu'au niveau du respect du code de la route. Et je ne parle pas des magasins qui envahissent les trottoirs, les rues, les cafés, les restaurants, etc. Oui, moi je vous dirais beaucoup plus, même pour la fraude fiscale. On peut augmenter les sanctions au niveau des personnes qui fraudent la fiscalité. Dans des pays comme les États-Unis, c'est pénal. Quelqu'un qui ne dépose pas sa déclaration, c'est pénal. On va les amnistier après la loi de réconciliation. Bon, Inch'Allah, a priori, on s'oriente pour augmenter ou pour renforcer davantage les sanctions pour ceux qui ne respectent pas les dispositions fiscales légales. Mais en attendant, parce que moi je suis sûr, vous allez le voir, qu'il va y avoir des réactions. Des réactions très épidermiques, comme on dit, de la part de certaines professions. Justement, la liaison elle est faite. Il va y avoir des dispositions et espérons qu'elles seront adoptées et appliquées. Exactement. Effectivement, c'est au niveau si on passe au niveau du régime fiscal. Je sais que le temps presse, on essaie au moins de donner le plus important, effectivement. Une idée assez globale, approximative des dispositions prévues par la loi des finances pour l'année 2016. La première, toujours le fameux problème du forfaitaire. Ah oui. Alors, ça a été décidé au niveau de la loi des finances, parce qu'on a travaillé là-dessus au niveau des commissions chargées de la réforme fiscale. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'on souhaitait, mais c'est déjà un pas en avant. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'année 2016, pour les forfaitaires? Le plafond qui était de 50 000 pour les prestataires de services a été relevé à 100 000 dinars. Donc, à partir du 1er janvier 2016, bien sûr, si la mesure passe, il va y avoir un seul plafond, à savoir 100 000 dinars. Au-delà, on ne peut pas être considéré comme forfaitaire. Et je parle du forfait d'impôt, pour ne pas faire la confusion avec le forfait d'assiette pour les professionnels commerciaux. Parce que les professionnels commerciaux, forfait d'assiette, ça c'est le forfait d'impôt pour les BIC, personnes physiques qui exercent une activité industrielle, commerciale, prestataire de services, etc. Donc 100 000 dinars. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit? Pour les personnes qui sont établies en dehors des zones communales, il y a un minimum de 75 dinars lorsque le montant de chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 dinars par an. Et dans les zones communales, il va y avoir un montant minimum de 150 dinars. Entre 10 000 et 100 000 dinars, il va y avoir un pourcentage de 3% par rapport au chiffre d'affaires. Par rapport au chiffre d'affaires, voilà. C'est déjà un pas, pour être honnête. C'est déjà un pas, et on espère quand même... Mais là, ça concerne donc, on peut donner des exemples, toutes les professions libérales, commerciales. C'est bien ça? Non, libérales ne sont pas concernées. Concernées par cette mesure. Les professions libérales sont concernées par peut-être les factures numérotées. Ah oui, telles que les médecins, les ordonnances. Voilà, et les ordonnances, on va le voir plus tard. Mais ça, c'est pour le forfait d'impôt. Les commerçants, les petits cafés, restaurants, industriels, les gargotiers, les épiciers. Il y a des activités qui ont été exclues. 69 activités qui ont été déjà exclues. Alors, le reste, par exemple, le garagiste, là, vous réparez votre voiture, vous voyez? Donc, le menuisier, etc. Les petits exploitants, ce que nous appelons les petits exploitants. Les petits métiers. Voilà. Donc, on a donc essayé de prévoir des montants bien déterminés, fixes, jusqu'à 10 000 dinars. Entre 10 000 et 100 000 dinars, c'est 3% par rapport au chiffre d'affaires réalisé. On va donner la possibilité à ces personnes-là de pouvoir bénéficier du régime forfaitaire pendant 3 ans. Au-delà, ces personnes-là doivent être exclues automatiquement du régime forfaitaire. Et passer au régime réel. Passer au régime réel simplifié, parce qu'il y a le régime réel simplifié dans une première phase. Mais dans tous les cas de figure, on a laissé la porte ouverte pour les personnes qui peuvent confirmer, justifier qu'ils ont la possibilité de continuer à bénéficier du régime forfaitaire, à condition de présenter les arguments, les pièces justificatives au service du contrôle fiscal. Alors, ma proposition, que je maintiens, et je l'ai dit au ministre des Finances tout récemment, et je continuerai à défendre cette idée-là, c'est le régime optionnel. C'est-à-dire? Du moment qu'ils vont quitter le régime forfaitaire après 3 ans,
régime simplifié ou réel, etc. Je leur donne la possibilité de rester dans le régime forfaitaire, optionnel, et en payant un montant assez important. Ce régime existait avant, c'était 1500 dinars par an. Moi, j'ai proposé 2000 dinars par an, sachant que la moyenne payée par les forfaitaires, c'est entre 70 et 80 dinars par an. 70 et 80. Rien du tout. 2000 dinars, régime optionnel. Et du moment que je n'ai pas un nombre important au niveau des agents du contrôle fiscal, donc j'aurai la paix des personnes qui vont payer 2000 ou 2500, on va voir, d'une façon automatique. Et moi, j'ai toujours tablé sur 50 000 uniquement, fois 2000, ça nous rapporte 100 millions de dinars. La deuxième mesure? La deuxième mesure concernant les revenus fonciers. Parce qu'au niveau des revenus fonciers, ceux qui ne tiennent pas une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises peuvent bénéficier d'un abattement de 30%. Comme c'était le cas pour les professions libérales. Oui. Et on a réduit le taux de l'abattement de 30 à 20%. On va faire la même chose pour l'année 2016. Au niveau des revenus fonciers, l'abattement de 30% sera réduit à 20%. Et l'intéressé a le choix. S'il veut tenir une comptabilité selon le régime réel, il peut le faire. Sinon, régime forfaitaire, on l'appelle le régime forfaitaire, l'abattement sera réduit à 20% uniquement. C'est-à-dire si quelqu'un a 100 000 dinars, au lieu de déduire 30 000 dinars, il sera imposé sur les 70 000 restants. Dorénavant, il ne peut déduire que 20 000 dinars, 20%, et sera soumis à l'impôt sur les 80 000 restants. Voilà. Et donc, ça va ramener un peu d'argent aussi. Ça va aider quand même un peu. Sachant que toujours le plus important, ce sont les moyens de recoupement. Parce qu'on peut légiférer et prendre des décisions comme ça. Oui. Et si l'intéressé, au lieu de vous déclarer 100 000 dinars, parce qu'il sait très bien qu'il va bénéficier d'une déduction d'un abattement de 20% uniquement, il va vous déclarer 70 000 uniquement. C'est ça la grande question. Est-ce qu'on va pouvoir contrôler tout ce beau monde? Avec quels moyens? Il y a un renforcement aussi du dispositif des recoupements. Mais entre parenthèses, même si on prévoit des dispositions pareilles, le plus important pour moi, c'est de procéder à des recrutements massifs au niveau de l'administration fiscale. Et je l'ai dit à M. le ministre des Finances. Et ça va pas avec être possible, 1632 agents chargés du contrôle fiscal, vous ne pouvez pas vérifier à peu près 700 000 contribuables. C'est impossible. Comme les forfaitaires dont on parlait tout à l'heure, le nombre s'élève à peu près à 400 000 à eux seuls. Donc, il faut trouver les moyens pour, tel que le régime optionnel. C'est par des dispositions légales, plus ou moins souples peut-être, c'est-à-dire qui encouragent les gens à venir. Avoir accès à l'information. Avoir accès à l'information, c'est ça le plus important. Et on va le voir au niveau des professions libérales, parce que vous prenez des personnes qui peuvent gagner beaucoup d'argent, mais qu'en réalité, ni facture, ni rien du tout. Rien du tout. Avec les moyens de recoupement, si on s'oriente aux cliniques, aux caisses de sécurité sociale, aux tribunaux, etc., selon la nature et la catégorie de la profession, on peut avoir accès à l'information, même si ce n'est pas à 100%, au moins à 70%, et on peut, bien sûr, pousser ces gens-là à contribuer efficacement pour l'augmentation des recettes fiscales. Oui. Il y a donc une mesure qui concerne justement les médecins, les avocats, les experts. On l'a pas spécifié de cette manière-là. On a dit toutes les professions commerciales. Moi, je fais partie des professions commerciales. Oui, vous-même. Alors, la différence entre peut-être les experts comptables, les conseillers fiscaux et les comptables, parce qu'on travaille directement avec les sociétés, personnes morales, qui sont tenues de faire la retenue à la source. Oui. On ne travaille pas directement avec les particuliers. C'est très très rare. Alors que les autres professions, généralement, travaillent avec les particuliers. Oui, donc, il n'y a ni facture, ni retenue à la source, ni rien du tout. C'est ça la différence. Hein? Je l'ai toujours dit, ça ne veut pas dire que nous avons un degré de civisme plus développé que les autres professions commerciales. Non, parce que la nature de la relation entre conseillers fiscaux, experts comptables et comptables diffère de celle des autres professions commerciales. Et, en tant que professionnel commercial, si je ne tiens pas une comptabilité, la société, quand elle me donne mes honoraires, elle me fait une retenue à la source de 15%. Mais on peut jouer sur les chiffres, même dans votre profession. On ne peut pas, parce que le montant des honoraires qui est accordé à un conseiller fiscal ou un expert comptable ou un comptable doit être déclaré par la société au niveau de la déclaration d'employeur. Parce qu'il est fixe, et enfin il y a une fourchette. Non, moi je fais une note d'honoraires pour mes honoraires. La société me paye. Elle me fait la retenue de 15% et elle est obligée de porter le montant des honoraires sur la déclaration d'employeur. Donc, le service de contrôle fiscal ont la possibilité d'avoir accès
au montant global des honoraires. Ils n'ont qu'à mettre le numéro de la carte d'identité ou bien le numéro du matricule fiscal. Facilement, peuvent avoir, à travers les déclarations d'employeurs, parce que c'est informatisé, peuvent avoir une information exacte sur l'ensemble des honoraires qui ont été servis à quelqu'un qui exerce une profession non commerciale en relation avec les sociétés qui sont organisées. Donc le problème, c'est au niveau des autres professions non commerciales qui travaillent généralement avec les particuliers. Alors, troisième mesure, justement, pour les professions non commerciales, on exige désormais les factures qui doivent respecter les dispositions obligatoires prévues par l'article 18 du Code de la TVA. Et de cette manière-là, on va aider énormément les services du contrôle fiscal pour vérifier l'exactitude des montants qui ont été servis. Oui. Et j'espère bien qu'on peut, bien sûr, appliquer cette mesure et légiférer dans une première étape, la faire voter au niveau de l'ARP. De l'ARP, oui. Exactement. Déjà, L'autre c'est mesure, vrai, oui. la facture électronique. Ça, c'est nouveau. On table, en fait, pour comprendre un peu la facture électronique, parce que nous avons le Tunisian Trade Net, TTN. Oui, le TTN, oui. Voilà, Tunisian Trade Net. Et avec le TTN, on peut finalement avoir donc accès pour avoir une signature électronique et pour que la facture soit établie d'une façon électronique. Et on exige au niveau de la loi que dorénavant, on ne peut déduire les charges et déduire la TVA qu'au vu d'une facture électronique. Ah, ben voilà. Pour Bien obliger sûr, les gens à passer exactement. à l'informatisation. Bien sûr, dans une première étape, on ne peut pas l'appliquer du À jour tout au le monde, lendemain oui, pour bien tout le sûr, monde. bien sûr. Mais on commence tel que ça a été prévu par la loi au niveau des sociétés qui sont en fait qui relèvent de Qui ont la un certain DGE, chiffre d'affaires, la qui DGE, ont- la Direction des grandes entreprises, Ah oui, dans voilà. une première étape. Mhm. Et ça sera un premier pas pour instaurer vraiment un système très rigoureux pour pouvoir contrôler efficacement les rémunérations opérations, et les chiffres d'affaires voilà, réalisés par les par personnes les entreprises, intéressées. ouais. Alors, il y a un point qui n'a pas été, bien sûr, prévu au niveau de la finance. Vous vous rappelez de l'exonération de la première tranche de 5 000 dinars Ah oui, pour les salaires? mais ça a été renvoyé là. Et nous avons Ça n'a pas dit été retenu, que oui. c'est que cette mesure sera appliquée à partir du 1er 2016. janvier 2016. Aujourd'hui, on fait la même chose pour reporter la mesure en Pour le prochain 2017. on ne Oui, sait pas encore, mais a priori, 2017. Parce qu'on n'arrive pas à faire les modifications nécessaires au niveau du barème de l'impôt sur le revenu pour récupérer une partie de la perte importante qui a été estimée par le ministère des Finances lui-même à 700 millions de dinars. Parce qu'on a exonéré tout le monde Pratiquement, oui. lorsque le revenu ne dépasse pas 5 000 dinars. Enfin, tout le monde d'une grande partie, quoi. Toutes les personnes physiques, Oui. quelle que soit la nature du revenu, 2 euros à 1500 dinars ne paient rien. Bien sûr, théoriquement, parce qu'elle n'est pas été, jusqu'à aujourd'hui, mise en application, cette mesure-là. Et c'est une grave erreur. Que de ne Pourquoi pas l'appliquer généraliser l'exonération Oui. à toutes les personnes, même quelqu'un qui a Absolument. 100 000 dinars, on lui dit que jusqu'à 5 000 dinars, vous êtes exonéré. Ça Et n'a par pas de la sens, suite, oui. je vais essayer de trouver des acrobaties au niveau du barème de l'impôt sur le revenu. Ça s'appelle chercher midi à 14h alors qu'il aurait Exactement. pu... pour faire augmenter des- les taux des tranches Réellement, intermédiaires. les Et ça couches sera très pauvres, très hein, difficile. c'est- Ça sera très difficile. Parce Et pourquoi je qu'impossible. prends une mesure lorsque je n'arrive pas à l'appliquer? Voilà la grande Et question. l'annoncer, oui. Et on l'a laissé. Et on l'a inséré au niveau de la loi de finances complémentaire. C'est du populisme qui n'a pas Exactement. de Et sens. ça, c'est mauvais. Et ça, c'est mauvais parce que ça peut avoir des répercussions néfastes sur la confiance entre le contribuable et l'administration Absolument. fiscale. On maintient quand même la pression fiscale, là. Elle est maintenue, il n'y a pas de changement. La On pression peut pas, fiscale- on peut pas espérer que la pression fiscale en Tunisie soit Va diminuer. diminue Non. un jour. Non, non. La pression fiscale sera de l'ordre de 21,9% pour l'année 2016. Bon, on a été toujours aux alentours de 20%. 20 à 21. Est-ce qu'on est dans les normes mondiales? Disons que d'après le chiffre, 21,9, c'est acceptable, d'après le taux. Le problème, c'est au niveau de la répartition de Voilà, la charge c'est ça, fiscale. plutôt Voilà, là où le bas blesse, c'est au niveau de la répartition des charges fiscales. Mais le taux de 21,9, 21, 22, c'est acceptable, théoriquement, dans l'absolu. À condition de faire contribuer les autres Le maximum contribuables de gens récalcitrants récalcitrants, pour c'est ça. participer à l'effort Donc fiscal. on revient encore une fois au régime forfaitaire, aux gens qui ne payent pas, Voilà. aux évadés fiscaux. Exactement, et à toute, exactement. cette panoplie Exactement. de fraudeurs, oui. Au niveau de la TVA, j'espère bien qu'il n'y aura pas de répercussions néfastes. Parce que pour les médicaments, jusque-là, ils étaient exonérés de la TVA. On va
Parce que la tendance, c'est de supprimer les exonérations d'une façon progressive. Oui. L'idée en tant que telle, elle est bonne, parce que la TVA doit être neutre. Et avec les exonérations, parce que moi j'achète avec la TVA, pour l'expliquer rapidement, et quand je vends en exonération, je ne récupère pas la TVA. Donc je vais traîner une TVA que je n'arrive pas à la récupérer. Donc il va y avoir un crédit d'impôt de TVA chronique. Et cette technique-là va avoir un impact sur la neutralité de la TVA, parce qu'il va y avoir ce que nous appelons la rémanence fiscale. La rémanence fiscale, c'est-à-dire la TVA va être intégrée dans le prix final. Oui. Vous voyez? Alors l'idéal, c'est acheter, payer la TVA, vendre, facturer la TVA et récupérer la TVA qui a été déjà payée en amont. Alors pour les médicaments, ça c'est la tendance. Alors ils étaient exonérés, on va les imposer, on va les soumettre au taux réduit de 6%. C'est pas donné déjà. Hein, J'espère bien que cette mesure soit bien appliquée pour éviter éventuellement l'augmentation des prix au niveau des très médicaments. sensible surtout. Très sensible. Oui. Très sensible. Merci beaucoup, Mohamed Salah Ayari, président de la Chambre régionale des conseillers fiscaux de Tunis. Merci Tahar Al-Almi, merci à vous tous. Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi.